une pétition contre le président ne veut pas dire que c'est son départ. Si parmi les 22, le meilleur n'est pas des cataractes. Et donc, si aujourd'hui, ce pont-là, et ce pont-là n'est pas construit, c'est pour des raisons, que je dis, s'il n'est pas construit, ça signifie que le Congo central va entrer dans le noir. Félicitations à lui pour ce qu'il a fait, mais les pauvres n'étaient qu'intérimaires. Comment moi je vais me mettre à faire les djalel ou à faire... Non, ce n'est pas mon caractère. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs internautes de la MC Pro TV, vous qui nous avez renouvelé votre confiance et vous qui nous aimez, nous recevons aujourd'hui l'honorable Père Ntoumo Moutoukala. Ça fait longtemps que vous ne le voyez pas dans vos télévisions. C'est puisqu'il était en plein travail à Kinshasa. Mais aujourd'hui, il est avec nous ici. Avec lui, nous allons parler des questions de l'air. Nous allons parler de la situation de la province. Cette situation de la province qui tend vers les élections. Mais nous allons aussi également parler de la problématique du travail de l'Assemblée nationale au niveau de Kinshasa, les destitutions des ministres, les motions de défiance des ministres, les motions contre le président de l'Assemblée nationale. Tout cela, nous allons en parler dans cette émission sur les projecteurs que vous aimez suivre régulièrement sur la RDC. Et pour recevoir l'honorable Ntsumbu, je ne suis pas seul dans cette émission spéciale sur les projecteurs. Nous sommes avec les vénérables confrères Néron Kata, directeur des programmes de la radio Vuvukieto, et de l'autre côté, nous avons Gloire Munganga, qui est notre confrère de Congo Actu, un média qui paraît en ligne. C'est avec eux que nous allons nous entretenir avec l'honorable Père Ntoumo Moutoukala, qui est élu de la circonscription de Mbanza-Ngungu à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Bonjour, confrère Richard. Bonjour, Néron Kata. Gloire, bonjour. Bonjour, M. Néron Kata, et puis bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent dans nos différentes chaînes de radio, et pourquoi pas aux amis internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Vous avez compris que l'équipe est complète. Honorable d'entrée de jeu, nous voudrons parler de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, comme le dit le commun des mortels, c'est intéressant de suivre les débats à l'Assemblée nationale. Parce que tout à coup, dès que vous rentrez au mois de mars, c'est des motions de défiance, c'est des questions orales. L'Assemblée nationale a même déchu un ministre. En principe, c'est ça votre travail, mais plutôt ça étonne la population, ça étonne tous vos électeurs. Cela n'arrive pas tous les jours. Mais la grande question qu'on se pose, qu'est-ce qui se passe? Les députés n'ont pas été bien nourris par celui-là. Les députés se réveillent aujourd'hui, ou les députés se rendent compte aujourd'hui que réellement il faudra qu'on se mette au travail de ceux-là qui nous ont envoyés. Honorable. Merci beaucoup pour cette question, mais je pense que c'est plutôt la dernière partie de votre question. C'est ça la raison, justement. De tout temps, toute la législature, il a souvent été reproché aux députés de ne pas faire correctement le travail, surtout en ce qui concerne le contrôle parlementaire. Parce que vous savez que parmi les rôles des députés, il y a celui de contrôler le gouvernement, celui de contrôler les gestionnaires. Et c'est justement parce que souvent il n'y a pas de contrôle qu'il y a des déviations, il y a des problèmes de gestion, de gouvernance dans notre pays. Donc aujourd'hui, que le Parlement se réveille et commence à contrôler, je crois que c'est une bonne chose. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça étonne la population, parce que la population n'est pas habituée à voir les députés se comporter de cette façon. Mais il y a une volonté manifeste qui a été exprimée par notre président lors de l'ouverture de la session. Il avait bien promis qu'il y aurait un contrôle, parce que conscient, nous autres députés conscients, des problèmes que connaît notre pays. Donc c'est vraiment la volonté de contrôler pour que ceux qui gèrent le pays rendent compte à la population à travers nos députés, et que la gouvernance puisse apporter des fruits que nous tous nous attendons, parce que les choses vont très mal. Donc c'est plutôt la volonté vraiment de contrôler.
Bien, c'est la volonté de contrôler, ce qui est une bonne chose, mais depuis un moment, on a entendu une motion contre le ministre de l'Intérieur, le ministre Asselo, et on s'est dit, mais le ministre de l'Économie n'a été que victime, parce que la motion contre le ministre de l'Intérieur, on n'en parlait plus. Bon, je crois que le ministre de l'Intérieur a reçu d'abord beaucoup de questions orales avec débat. Ce n'était pas encore des interpellations, ce n'était pas encore une motion de défiance. Mais c'est que pour le ministre de l'Économie, vous avez tous suivi les débats. La procédure a été suivie et tout ce qui entoure les dossiers, je pense que c'était la preuve justement qu'on n'a pas choisi la tête, mais le ministre de l'Économie méritait vraiment ce sort-là. Voilà. Merci, honorable. Le ministre de l'Économie méritait réellement ce sort. Donc, la population aujourd'hui peut se calmer pour dire que, voilà, qu'il se tranquillise. Un ministre qui se mécomporte, qui se méconduit, pas seulement ministre, mais aussi les administrateurs de différentes entreprises de l'État, qu'aujourd'hui, nous avons une assemblée. Oui, je crois que le gouvernement, tout ce qui gère l'argent du pays, s'en sont rendus compte. Ils peuvent se rendre compte vraiment que la récréation est finie. Ça, c'est moi qui parle. Et nous devons continuer à travailler, nous les députés, et travailler avec les membres du bureau, notamment le président, pour que cet élan continue. Cet élan continue parce que ce pays doit être bien gouverné. On ne doit pas continuer à vivre dans la misère qui est la nôtre aujourd'hui. Ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est que nous apprenons encore une autre loi que vous avez déposée. Il y a déjà des signatures contre votre président et que vous voudrez encore créer un problème contre le président, les déchoirs. Et pourtant, la population s'est dit, tant qu'on va rester dans vos conflits internes là-bas, voilà, et nous, on ne se retrouve pas. Non, la population doit toujours se préparer. La population doit toujours savoir que le Parlement est régi par le règlement intérieur. Donc c'était aussi un exercice démocratique si aujourd'hui il y a un certain nombre de députés qui veulent voir notre président sauter ou le bureau sauter, c'est de leur droit. Mais une émotion, une pétition contre le président ne veut pas dire que c'est son départ. Donc tout sera fait dans le norme et de manière que si la procédure suit son cours normal, c'est la fin qui justifie les moyens. Quelques députés peuvent initier une motion en suivant la procédure et voir les députés, les présidents ne pas tomber. Mais la dynamique que j'ai lue là, je pense que c'est jusque-là une minorité qui s'occupe de cette motion. Et au niveau de la majorité, je peux me tromper, et ça ne sera pas le cas. Parce que nous sommes en train aussi de vouloir militer pour la stabilité des institutions. Vous savez qu'il ne reste plus beaucoup de temps, à moins vraiment qu'il y ait des charges sérieuses qui dérangeraient le fonctionnement de notre institution, de l'Assemblée nationale. Mais s'il n'y a pas de raison valable, je pense qu'on doit continuer. On doit continuer à garder le président. Bon, ça, c'est mon point de vue. Mais on ne peut pas empêcher un groupe de députés démocratiquement qui veulent bien voir le président tomber et empêcher la procédure. En temps, parfois, des moments où il n'y avait pas de démocratie, on pouvait les empêcher. Aujourd'hui, il faut les laisser faire et que la procédure aille jusqu'à son terme. Mais je crois, je suis optimiste, sauf erreur de ma part, c'est une minorité. C'est vrai que vous êtes député national, mais à la base, vous êtes pédagogue. Et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique avait instauré depuis un moment le fameux système de l'enseignement à distance. Et les parents ont déjà payé 5 000 francs. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, aucun élève n'a déjà reçu la fameuse CIM. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour interpeller, donc élu du peuple, le ministre de l'EPST? Et puis, c'est seulement aujourd'hui que j'ai appris, le parent paye depuis quelques années une somme de 1 000 francs pour la carte biométrique des élèves. Mais jusqu'aujourd'hui, les élèves n'ont toujours pas reçu cette carte. Comment vous réagissez face à tout ça? Bien, c'est une question éminemment importante, une question sociale très importante qui touche un secteur clé comme l'éducation. À un moment donné où l'enseignement était une sorte de boutique, l'enseignement était devenu une marchandise et si nous voulons vraiment des changements, nous devons quitter ces tableaux-là et qu'on cesse de considérer l'enseignement comme
un fonds de commerce. Ce que vous me dites là, c'est grave. Je suis au courant qu'au niveau de l'enseignement secondaire, on demande 5 000 francs à chaque élève pour le secondaire, je dis, pour la mise en pratique de l'enseignement à distance. Moi, mon point de vue est que je ne suis pas contre les NTIC, les nouvelles techniques de l'information et des communications. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire, entre autres, à cause de cela, le développement de l'électronique, de l'informatique, du net. Mais il faut être réaliste. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies chez nous pour que nos enfants qui sont disséminés à travers, par exemple, les territoires des Banzan ou à travers les secteurs, accèdent à cet enseignement à distance. Nous sommes encore très très loin. Et moi, j'ai toujours dit, je compare cela comme quelqu'un qui rêve d'avoir un immeuble, il veut construire un immeuble, mais il n'a même pas une petite maison de 2 chambres. Je crois que si on veut rêver d'un immeuble, il faut d'abord commencer par l'immeuble, c'est bien. L'enseignement à distance, c'est bien comme un immeuble, c'est bien de l'avoir avec des appartements. Mais si on n'a pas de moyens pour avoir ça et qu'on ne sait même pas se construire une petite maison, comment on peut rêver d'un immeuble? Donc, nous sommes encore très loin, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on parle d'un enseignement à distance qui puisse être réalisé pour tout le monde. On peut trouver peut-être 1 ou 2 écoles pilotes ici en Banzamou, mais ça ne serait pas le cas pour l'ensemble du territoire. Donc, je crois que, comme vous dites, au niveau de notre commission sociale et culturelle, c'est parmi les matières, il y en a beaucoup, les matières pour lesquelles le ministre Tony Mouaba doit venir s'expliquer. Déjà, au niveau de notre commission, nous sommes en train de nous préparer pour interpeller le ministre dans un cadre d'échange citoyen. Et si on ne voit pas très clair, bon, la suite peut venir. C'est un problème. Moi, je m'oppose à cette histoire, l'enseignement à distance. Ce n'est pas que je sois rétrograde, que je suis l'anti-développement, mais c'est parce que ce n'est pas réaliste. Et quand on demande de l'argent, il faut qu'ils disent qu'est-ce qu'ils font de cet argent. Les 5 000 francs, ça va servir à quoi? Parce que 5 000 francs par le nombre d'élèves en RDC, c'est un scandale. Voilà parmi les scandales qui se dessinent à l'horizon et pour lesquels les ministres risquent gros. Mais sachez vraiment que, je l'ai dit sincèrement ici, on en parle chez nous, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent à l'EPST et qui demandent que le ministre vienne s'expliquer. Surtout, c'est à 2 mois de la fin de l'année. Il doit s'expliquer. Carte biométrique. Et la carte, c'est la même chose, la carte biométrique. Et si vous demandez 1 000 francs pour une carte biométrique et que en remettant les 1 000 francs, la carte n'arrive pas, ça s'appelle comment? Tout le monde peut conclure. C'est de l'escroquerie. Ah, c'est de l'escroquerie, vous le dites si bien, et moi je n'ai pas peur de le dire. Ah oui, vous avez dit, voilà, donner 1 000 francs par élève, ça fait combien? Et la carte ne vient pas, il faudrait qu'on s'explique. C'est comme le RAM pratiquement, quoi. C'est pas un scandale. Honorable Ntsumbu, on vous connaît, la population du Congo central vous connaît, puisque vous avez sillonné presque le Congo central entier en qualité de sous-prophète. Et cette population, nous l'avons écoutée, elle désirerait que vous soyez ministre de l'EPST. Êtes-vous prêt à assumer ces fonctions? J'ai déjà répondu à ce genre de questions. Il faut faire la part des choses entre un souhait, c'est un souhait, un désir, oui ça peut être, mais comment? Est-ce qu'il y a une école spéciale pour les ministres? Donc, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables d'être ministres, ce n'est pas ça le problème, mais ça ne dépend pas de moi, et ça ne dépend pas aussi de la population. Si un jour ce souhait peut se réaliser, tant mieux, mais pour le moment en tout cas, il faut qu'ils sachent que c'est un souhait, ils émettent le souhait. Et ça ne veut pas aussi dire que si demain je deviens ministre de l'EPST et tout va s'arranger. Ils s'attendent à ce que vous puissiez essayer un peu de résoudre, de colmater les brèches, de résoudre tous ces problèmes. Ils ont l'impression que votre collègue, qui est aujourd'hui ministre, ne parvient pas à maîtriser les choses. Pendant que vous êtes là, vous avez passé plusieurs années, plus de 20 ans à l'EPST, vous connaissez les rouages de ces systèmes, puisque personne ne parvient à maîtriser ces systèmes. Mais pourquoi on n'arrive pas à maîtriser les systèmes? C'est parce que on est incompétent ou c'est parce qu'il n'y a pas de volonté? Donc moi je pense que c'est vrai, je suis passé par l'EPST, j'ai fait 29 ans là-bas, je connais beaucoup de problèmes, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on connaît les problèmes qu'on peut apporter des solutions. Donc c'est relatif. De toutes les façons, je ne me sous-estime pas. Je n'ai pas l'ambition de remplacer quelqu'un à l'EPST.
Mais ce qui est vrai, il faut simplement que ceux qui sont là aujourd'hui sachent écouter les gens, surtout les experts, ceux qui connaissent les problèmes. Et il ne faut pas que tout le temps on revienne sur les mêmes problèmes parce qu'on ne veut pas comprendre ceux qui font des remarques. C'est ça le problème, les mêmes problèmes. Remarquez, je donne un exemple simple. Et on a parlé des écoles, un exemple simple, des écoles fictives, hein, avec des enseignants qui ont été désactivés, donc des enseignants qui donnaient cours, qui prestaient normalement, qui n'ont jamais été fictifs, des écoles qui n'ont jamais été fictives, mais un matin on les déclare telles quelles, et sur base d'un contrôle qui a été effectué à travers le pays, un contrôle qui a été bâclé à l'époque de Willy Bakonga, et on est arrivé à cette fausse conclusion qu'il y a des écoles fictives et des enseignants fictifs, avec les conséquences que vous connaissez. Beaucoup d'enseignants jusqu'à aujourd'hui peinent à récupérer leur salaire. Et au lieu qu'on s'arrête là, dernièrement, j'ai encore suivi qu'il y a un autre contrôle des mêmes genres, que des équipes sont passées. Est-ce que ces équipes-là peuvent mieux qu'ils passent pour 1 ou 2 semaines dans un territoire? Et qui s'arrêtent dans les chefs-lieux? Est-ce qu'ils peuvent mieux le faire que les services attitrés qu'on appelle les SECOP? Plus les SECOP, c'est les services de contrôle et de paie des enseignants. Ils travaillent, ils sont sur le terrain. Tous les mois, ils sont sur le terrain dans les écoles. Comment ces services-là qui est payé, gracieusement payé, qui reçoivent des prêts de fonctionnement, n'arrivent pas à maîtriser l'effectif? Il faut envoyer des équipes qui n'arrivent même pas sur le terrain. Et après, on va encore trouver des écoles. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que le ministre des PST qui est là, il peut être compétent, je ne doute pas, mais il doit plutôt écouter les terrains, les experts, et qu'il corrige ça en évitant, comme je dis, le populisme. Il doit éviter le populisme. Et un autre exemple, quand vous prenez les dernières nominations à l'EPST, parce qu'un ministre, quelles que soient ses compétences, qui travaille à Kinshasa, ne peut rien faire s'il n'a pas de bons collaborateurs en province. Et parmi les collaborateurs principaux en province, ce sont des prophètes, des chefs de division. Et donc vous devez avoir des très bons prophètes qui ont de l'expérience, qui ont la matière, qui ont la maîtrise des problèmes, qui ont des compétences. Il faut savoir des bons sous-prophètes. Dès lors que les prophètes sont nommés avec clientélisme et népotisme, comme les années passées, eh bien, M. Touni n'aura pas de bons résultats. Et donc, lui-même, je crois, a fait la ronde des provinces. Il a écouté certains prophètes, des gens qu'il a lui-même nommés. Bien sûr, proposé, je ne sais pas de quelle manière, mais je crois qu'il les a mal nommés. Et c'est parmi les erreurs qu'il est en train de commettre. Parce qu'au départ, il a donné l'espoir en demandant les CV des animateurs qui étaient là, des prophètes qui étaient là. Et j'étais très content quand j'ai appris qu'il avait exigé les CV parce qu'il pourrait se rendre compte du parcours de chaque collaborateur. Malheureusement, après, on a trouvé des prophètes expérimentés qui n'ont jamais des dossiers disciplinaires, qui se retrouvent au garage à Kinshasa. Et on a pris des parvenus, des gens qu'on est allé ramasser à gauche, à droite, qui sont devenus des prophètes. Et ça, moi, je suis contre. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, confrère. Moi, je voudrais revenir à l'Assemblée nationale parce que 2023, c'est dans une année pratiquement. Donc, les Congolais attendent les élections dans une année. Mais on semble voir l'Assemblée nationale jouer un peu le jeu du pouvoir. C'est-à-dire retarder un peu la loi. Cette loi qui doit définir les élections dans notre pays. Je voulais parler ici de la loi électorale. Tantôt, il y a une assemblée, une plénière qui est convoquée pour la loi, mais on sent que les plénières sont reportées. Et aujourd'hui, apparemment, vous ne vous entendez plus avec l'opposition, ou la tranche qui s'appelle opposition, qui est même sortie par rapport à la loi électorale. Où en sommes-nous avec la discussion sur la loi électorale à l'Assemblée nationale? Honorable. Oui, moi je pense qu'il n'est pas logique d'intenter un procès contre l'Assemblée qui chercherait à retarder les opérations, le vote de la loi électorale, qui devait même permettre à la CENI d'avoir une feuille de route véritable, ou qui est glissement, comme vous dites. Non, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'on a quand même connu beaucoup de retard par rapport à ça, parce que cette loi-là, sous examen, aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner cette loi en termes de modification de la loi électorale. Mais la loi a été déposée en 2020, et c'est seulement maintenant que nous allons l'examiner. C'est par rapport à ça, il y a un retard. Mais aujourd'hui, il y a une volonté affichée de l'Assemblée nationale de vouloir doter notre pays de cette loi. Et le monde sait que nous sommes en discussion. Les débats ont lieu. Les débats d'ailleurs devaient commencer plus tôt, comme vous avez dit. Mais il s'est fait que l'opposition ne voulait pas d'amis des préalables pour dire que
il faut d'abord trouver un consensus avant d'aller débattre de cette loi. Un consensus, l'opposition est mieux placée pour dire ce qu'ils veulent, mais moi personnellement, je ne trouve pas pourquoi l'opposition est en train de ne pas vouloir participer au débat. Parce que la proposition de loi n'est même pas venue du pouvoir. Ce n'est pas venu de l'Union sacrée pour la nation. Non, non, non. Cette loi date, comme je disais, avant même à l'époque de FCC Cash. Et ceux qui ont rédigé la loi, ils sont 13. Ils sont venus de tous bords, si vous ne savez pas. Et il y a même le défunt collègue Thomas Lokondo, qui est parmi les auteurs. Il y a notre frère, le prof Mokoko Samba, qui est parmi les 13, qui ont rédigé la loi à l'époque. Et nos rédacteurs là, parce que tout le monde n'est pas député, là je vois qu'il y a Mokoko qui n'est pas député, mais les 12 autres sont des députés. À l'époque, ils avaient ratissé large pour consulter tout le monde. Ils ont consulté, ils étaient en consultation à travers le pays pour recueillir les choses à changer par rapport à cette loi. Donc c'est une loi qui ne devait pas trop faire l'objet des débats ou des gens qui sortent des plénières. Normalement, non. Et donc pour moi, cette loi-là, on doit effectivement la modifier, mais l'opposition trouve qu'elle a des raisons à elle pour ne pas participer aux plénières. Vous avez vu le président Mbosso, quand nous avons commencé, il était obligé de reporter les débats quand l'opposition était sortie. C'était pour le mercredi de la semaine passée. Et quand il a remarqué qu'il n'était pas toujours là, finalement, le vendredi passé, je vous annonce que le vendredi passé, nous avons commencé le débat, malheureusement, sans l'opposition. C'est malheureux parce que de tels débats devaient avoir un caractère inclusif. C'est que tout le monde devait participer. Ils ne sont pas là, mais la majorité était de discuter. Les débats commençaient. Vendredi, il y a déjà 25 collègues qui sont intervenus, vous les avez suivis. Et il y a 70 collègues qui se sont prononcés pour intervenir par rapport aux discussions, au débat. Et demain, lundi, nous allons encore écouter, je crois, 25. Et mardi, nous allons terminer avec les 20 autres qui ont pris les inscriptions pour intervenir. Moi, je vais intervenir probablement le mardi. C'est une discussion, le train est en marche. Il faut plutôt que l'opinion essaie de savoir ce qu'on voudrait bien changer et pourquoi on veut bien changer. Mais sinon, tout en regrettant à l'absence de l'opposition, je vous assure que bientôt là, la loi là sera adoptée. Honorable Pierre, tu nous parles justement de cette loi électorale. Selon vous, quels sont les éléments qui doivent être modifiés? Vous savez que moi j'ai toujours dit, d'abord pour répondre à votre question, une loi comme la loi électorale, toutes les lois d'ailleurs du pays, ne doivent pas être votées en prenant la taille des individus. À la taille des individus, à la taille des associations, à la taille des intérêts privés. Une loi, elle n'est pas faite pour 2022. Une loi, elle est faite dans la durée et pour le bien de la population. Exactement. Donc, comme j'ai dit, les rédacteurs de cette loi ont consulté largement la population et il faudrait que dans cette loi, que la population se retrouve. Il faut qu'on ramène ce que la population souhaite. Par exemple, pour répondre à votre question, nous prenons les seuils. Les seuils, qui a été une invention qui a fait beaucoup de mal à notre pays, qui a même remis en question la légitimité de certains députés. Vous savez que nous, on nous appelle des députés nommés. Oui. Vrai ou faux? Peut-être qu'il y a des députés nommés, mais parce qu'on a trouvé un député, par exemple, qui fait 13 000 voix dans une circonscription, le maire élu d'une circonscription, mais il n'est pas au palais du peuple. Mais celui qui a fait moins de 4 000 voix est au palais du peuple comme député. C'est pas parce qu'il y a eu fraude, mais c'est parce qu'il y a une loi qui se pose sur le seuil là, qui a fait que celui qui a eu 13 000 voix, son parti n'a pas atteint le seuil de 1% de l'ensemble des votants de la République. Comme son parti n'a pas atteint le seuil, lui qui est premier dans une circonscription, il ne passe pas député. Et l'autre député, l'autre candidat, comme son parti a atteint le seuil sur le plan national, avec 3 000 voix, il passe et il est au palais du peuple. Alors dites-moi, dans une circonscription, celui qui a été voté par 13 000 et celui qui a été voté par 3 000, qui a le plus de crédibilité, je crois que c'est là, mais malheureusement, il n'est pas là. Donc, aujourd'hui, ces seuils-là, ça doit sauter. Ça doit sauter, qu'on revienne à la proportion. C'est-à-dire que vous avez la liste par siège, et la meilleure liste va passer, et les meilleurs de la liste passent, sans tenir compte des seuils. Donc ça, c'est par exemple une grande innovation.
Et l'autre innovation aussi, il y en a beaucoup, hein, l'autre innovation, c'est on a vu certaines familles faire de la politique une affaire, l'affairisme familial en politique. Le papa est sénateur, parce que lui a été élu au niveau national et au niveau provincial. Lui-même est sénateur, son épouse est députée nationale et son fils député provincial. Ce n'est pas, moi à mon avis, ce n'est pas correct. Même si l'épouse là est compétente, militante du parti, même si le fils est militant, compétent, mais donc au niveau du parti politique, on n'a pas trouvé des collaborateurs compétents pour que seulement les membres de la famille occupent ces postes-là. Je vois c'est malhonnête et ça devrait sauter. Ça devrait sauter. C'est vrai, il y en a qui disent que c'est de la discrimination. Quand on a un fils, il a droit aussi à faire la politique, même qu'il le fasse, qu'il soit candidat. Et que sa femme peut aussi être députée, mais qu'elle soit candidate. Mais sinon, ça donne une très mauvaise impression et ça décourage même les membres des partis politiques. Parce que nous accompagnons un candidat, il y a des compétences au sein des partis, et après on verra que c'est le fils et la femme qui sont soit au Sénat, soit au Parlement. Donc ça aussi, à mon avis, ce n'est honnête, ça doit sauter. Si mon épouse veut faire la politique, elle fasse la politique. Si mon fils veut faire la politique, il fasse son chemin aussi. Mais nous accaparer de tous les postes parce que moi j'ai gagné, et c'est une grande innovation, je crois que ça ne passera pas aussi. Vous risquerez de ne pas être aimé par Boïka sans équipe de France. Là, est-ce que lui, il dit que c'est tout à fait normal? Vous trouvez que c'est sur le plan loi? Est-ce qu'il y a quelque chose à redire sur cela? Sur le plan texte? Non, c'est ce que je dis. Les textes, c'est la fois passée, on a vu, ils sont là. Il est député, il a été élu, comme j'ai dit, à 2 niveaux, national et provincial, lui-même est sénateur, et puis il a pris la famille. Il a remplacé. Oui, on a beaucoup de cas comme ça. C'est immoral. C'est immoral à mon avis. Moi, ne parlez pas des individus ici, parce que moi, on ne fait pas la loi en fonction de la taille des collègues que vous avez, c'est un collègue député. Chacun a son point de vue. Moi, c'est mon point de vue à moi. Ne vous en faites pas. J'ai une épouse qui est aussi capable d'être députée, elle a étudié. Oui. J'ai des enfants qui étaient à l'université. Donc, si je faisais la politique pour ma famille, comme une affaire de famille, comme une ferme, je crois que je ne pouvais pas dire des choses pareilles. Mais moi, je ne fais pas la politique pour ma famille, on fait la politique pour la population. Et j'ai aussi intérêt à ce que ma femme devienne députée, ou mon fils, qui est déjà adulte, devienne aussi député. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des enfants. Moi, j'ai des enfants. Peut-être que c'est un abbé, il n'a pas d'enfants. J'en ai. Mais je dis sincèrement que ce n'est pas honnête. Il y a même qui disent clairement que non, si vous ne prenez pas un membre de famille, vous prenez un suppléant qui n'est pas... Il peut vous empoisonner. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Mais même votre épouse peut vous empoisonner. Oui. Parce que votre épouse, vous en faites une députée, et vous-même, vous êtes sénateur. Mais si demain, vous ne vous entendez plus pendant les mandats, et que même il y a des déclarations de divorce, mais l'épouse peut vous empoisonner pour qu'elle devienne... Non, c'est pas correct. C'est les suppléantes déjà. C'est les premières suppléantes. Et vous avez des problèmes avec votre épouse. Si vous pensez qu'elle peut vous tuer, elle peut aussi vous tuer. Donc ça, ce sont des appréhensions qui peuvent être normales. On est des hommes, mais je crois que ce n'est pas une raison suffisante. Est-ce qu'il n'y a que le suppléant qui peut vous tuer, qui peut vous empoisonner? Et nos collaborateurs, tout le temps, on n'est pas à l'abri des poisons. Donc c'est une raison qui ne tient pas debout. C'est même une raison qu'il ne faut pas avancer. C'est honteux même d'en parler au palais des peuples. Comme si tous les suppléants étaient des empoisonneurs. C'est pas intéressant. Moi, ça c'est mon point de vue. Je sais ce que ça donne. Les népotismes, les clientélismes, on veut le condamner ailleurs. Pourquoi on ne le condamnerait pas à l'Assemblée? Il faut le condamner. Une pétition contre les présidents ne veut pas dire que c'est son départ. Si parmi les 22, le meilleur n'est pas des cataractes. Et donc, si aujourd'hui, ce pont-là et ce port-là n'est pas construit, c'est pour des raisons pédagogiques que je dis, si elle n'est pas construit, ça signifie que le Congo central va entrer dans le noir. Félicitations à lui pour ce qu'il a fait, mais les pauvres n'étaient qu'intérimaires. Comment moi je vais me mettre à faire les djalels ou à faire... Non, ce n'est pas mon caractère.